Tendance Institut présente une série de débats sur le thème « Pourquoi voter ?» Cette espèce de mise en accusation des politiques, je trouve que ce métier politique est en réalité très compliqué parce que nous ne savons pas, au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas où en est l'économie mondiale. Certes, il y a des solutions, on emploie des mots qui sont des mots vrais, comme Eric, courage, etc. Quand on a dit ça, courage, vigueur et sympathie, quand on a dit ça, on n'a en réalité pas dit grand-chose et nous ne savons absolument pas où nous en sommes au jour d'aujourd'hui dans l'économie mondiale. C'est une situation incroyable. Donc je trouve que les politiques, comme d'ailleurs les journalistes, sont un peu vilipendés de manière excessive, cher Eric, et donc c'est un point de, peut-être pour une fois dans une très longue amitié, un point de désaccord sur la méthode. La deuxième remarque, c'est que cette idée de vote blanc me hérisse, mais j'imagine que je ne dois pas être le seul, donc voilà, ça n'a pas grand intérêt, mais je dois dire que nous sommes au moment où nous avons cette chance immense d'être dans une vieille démocratie, qui est un pays très exceptionnel dans sa liberté de parole, dans sa capacité de faire à droite, à gauche des lieux d'expression divers et variés. Donc, par pitié, arrêtons ces débats, enfin, c'est ma position, ces débats qui me paraissent tellement en décalage par rapport à la chance que nous avons. Quand vous regardez les grands acteurs de l'histoire, depuis toujours, depuis la Mésopotamie, le premier grand acteur, c'est les grandes familles, les États souverains ou les villes souveraines, je vais très vite bien sûr, c'est-à-dire des organisations dans lesquelles les individus ne sont que des éléments qu'on utilise au service de la politique. Après le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, ce sont les États, et les grands États souverains, dont la souveraineté est parfois remise en cause pour des raisons économiques, mais ce sont les États, et ce ne sont toujours pas les individus. C'est la chair à canon, les individus, en 1914. À partir de la deuxième moitié du XXe siècle, il y a un troisième acteur important qui émerge et qui n'existait pratiquement pas auparavant, qui sont les organisations internationales. Que ce soit l'ONU, l'OCDE, le FMI, la Banque mondiale, à peu de choses près, le Bureau international du travail qui est né un petit peu avant la guerre, et beaucoup d'autres. La quasi-totalité des organisations sont nées après la Seconde Guerre mondiale. Il y a un quatrième acteur qui arrive sur le devant de la scène, bien qu'il ait eu bien sûr des précurseurs à la fin du XIXe siècle avec la Croix-Rouge, c'est ce qu'on appelle les ONG, les organisations non gouvernementales, parmi lesquelles je me permets de rappeler qu'il y a aussi Al-Qaïda qui est une ONG. Donc, les ONG, ce n'est pas seulement les Médecins sans frontières, et c'est en train de croître beaucoup. Et je pense que nous vivons une époque où un cinquième acteur mondial arrive sur la scène, c'est vous et moi. Évidemment, c'est grâce à Internet, c'est grâce aux nouvelles technologies, mais les individus sont, si vous me passez l'expression, en première ligne. Et à partir du moment où ils sont en première ligne, à tout point de vue, quelles que soient les évocations qu'on fasse, Nathalie, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Égypte, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit en France, sous des formes différentes, ils sont en première ligne. Et ils sont de plus en plus en première ligne. Et j'ai même envie de dire que dans l'affaire Kerviel, on a bien vu qu'il y avait aussi quelqu'un qui était en première ligne, alors qu'on sait très bien qu'il y a une équipe qui est plus ou moins en cause dans cette histoire. Je vais essentiellement essayer de transposer une partie de ces débats au niveau des pays en transition, c'est-à-dire les pays africains qui connaissent un début d'exercice démocratique et qui est encore, bien sûr, très imparfait. Nous avons vu d'ailleurs que dans les pays de grande tradition démocratique, cela est encore imparfait. Donc, la question fondamentale au niveau de l'exercice de démocratie dans ces pays, c'est que ce même malaise, cette désaffection de la politique se transpose également dans ces pays qui viennent de commencer, qui sont encore... Et ce désintérêt ou cette désaffection pour la politique s'explique en grande partie par ce que beaucoup aujourd'hui d'entre nous ont soulevé, c'est la crise de la démocratie représentative. Bon, très rapidement, la démocratie
type anglo-saxon, avec au moins Locke, qui considère que c'est une représentation conditionnée par la souveraineté du peuple, sans parler de son prédécesseur, lui, qui ne conditionne pas cette représentation. On a vite oublié l'antagonisme représentation souveraineté du peuple qui a été soulevé par Rousseau et qui est soulevé par certains. Et de plus en plus, on se rend compte que cette incompatibilité, en tout cas, s'observe dans le cadre des pays démocratiques parce qu'il n'y a pas une identité réelle entre la loi telle qu'elle est conçue par les représentants du peuple et la souveraineté du peuple lui-même. Entre deux élections, les représentants ont quand même une certaine liberté qui peut parfois être très démesurée entre ce que le peuple a décidé de faire et ce qu'eux-mêmes vont mettre en exécution à travers les lois. Le deuxième aspect qui complique et qui a rendu cette démocratie représentative davantage imparfaite par rapport à cette souveraineté du peuple, c'est la prépondérance de l'économique ces dernières décennies. Pourquoi voter? Pourquoi voter? La réponse, en premier temps, est simple. Tu dois changer ta vie. Formule rendue publique depuis quelque temps par Peter Sloterdijk, qui vient de sortir un livre traduit en français dont le titre est « Pourquoi vivre? Tu dois changer ta vie ». Première proposition. Deuxième proposition, le vote, dans un sens large. Le vote, c'est un exercice. Le vote est un exercice. J'emploie le terme exercice dans un sens très général. Là, je vous demande d'y réfléchir 10 secondes. L'exercice, c'est une action qui stabilise ou améliore la qualification de celui qui la réalise. Une action qui stabilise ou améliore la qualification de celui qui réalise cette action. Alors, c'est une définition très large. Ce n'est pas parce qu'elle est large qu'elle est philosophique. Elle va me permettre de jouer avec la question que tu as posée et qui englobe le sens courant. On fait du sport, on fait des exercices de mémoire pour améliorer une qualification. Eh bien, on vote de la même raison. Donc, la réponse à ta question, c'est il faut voter parce que c'est un exercice qui change la vie dans un sens positif.